Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Vitrine culturelle de la Russie, Saint-Pétersbourg enchante chaque année des millions de touristes. Fondée par Pierre le Grand, la ville est rebaptisée Pétrograd pendant la Grande Guerre, puis Léningrad à la mort de Lénine, et qui mena la révolution de 1917. Redevenue Saint-Pétersbourg à la chute de l'URSS, la ville dont l'identité a été façonnée par ces époques reste particulièrement marquée par le siège des nazis. L'hiver 1941-1942 est le plus meurtrier. À la famine s'ajoutent des températures extrêmes et des épidémies. Les survivants n'ont plus la force d'enterrer les corps. Tous les animaux sont mangés et les cas de cannibalisme se multiplient. Aujourd'hui, la ville de Saint-Pétersbourg vit encore au rythme de cette mémoire et des cérémonies d'hommage. Et ses habitants portent toujours l'héritage et les stigmates de cette terrible époque. Le reportage d'Elena Voloshin. Tous les 3 à 4 ans, Nina Stepanovna fait un long voyage pour venir se recueillir sur cette fosse commune où est enterrée sa mère. Au printemps 1942, après un long hiver dans Léningrad assiégé, la mère de Nina Stepanovna succombe au froid, à la famine et aux maladies. Tant de gens mouraient. Il était impossible pour qui que ce soit de les enterrer. À l'hiver 41-42, les cadavres s'entassaient dans les cours d'immeubles. On les alignait comme des bûches. Même si elle n'avait que 10 ans, le souvenir de ce terrible hiver reste gravé dans sa mémoire. En novembre 41, les rations de pain sont brusquement tombées à 125 grammes pour les enfants et ceux qui ne faisaient pas un travail physique, et 250 grammes pour les autres. La faim, le froid, les bombardements, mais les gens mouraient surtout de faim. Par exemple, j'allais chercher le pain et quelqu'un marchait à côté de moi. Je ne pouvais pas dire s'il était jeune ou vieux, car la faim faisait paraître les gens vieux. Il marchait et il tombait. Il mourait et la neige le recouvrait. Mais au printemps 42, on a commencé à nettoyer la ville de ses cadavres. C'est alors qu'est apparu ce cimetière. 186 fosses communes, où les corps furent déversés par centaines de milliers. Mes autres proches sont aussi enterrés, mais je ne sais pas dans quelle tombe. C'est pourquoi, à chaque fois que je viens ici, je visite 5 fosses communes de 1942. À chaque anniversaire du début du siège, un hommage solennel aux victimes est rendu au cimetière. Aux premières loges, le gouverneur de Saint-Pétersbourg. Pour moi, c'est depuis ce jour-là que je n'ai plus jamais revu ma grand-mère, mon grand-père et mon oncle, morts durant ces années de siège. C'est ce jour de 41 où ma mère est restée seule à 14 ans. C'est pourquoi, bien sûr, c'est notre mémoire. Pour moi, pour ma famille, pour mes enfants et mes petits-enfants, celle des héros dont nous sommes les descendants. Une mémoire que gardent encore à Saint-Pétersbourg quelques 90 000 blokadniki, ces civils dont la résistance au siège fait aujourd'hui la fierté des Russes. Le portrait du gouverneur, Valentina Ivanovna l'a accroché à son mur le jour où celui-ci est venu lui souhaiter son anniversaire. À 92 ans, elle préside l'une des plus influentes associations de blokadniki. Là, c'est ma mère, mon père et mon petit frère Vassia. Cette photo date du début de la guerre. Mon petit frère, je l'ai sauvé 2 fois parce qu'on voulait le tuer pour le manger. 9 hommes dans la famille et ils sont tous morts. À la chute de l'URSS, Valentina Ivanovna débute un autre combat, celui pour la reconnaissance des blokadniki.
Pendant 40 ans après la fin de la guerre, personne ne se préoccupait des blokadniki. C'est comme si le siège et tous ces gens n'avaient jamais existé, jusqu'à ce que nous nous unissions. Nous vivions dans des appartements communautaires. Nous avons obtenu de Vladimir Poutine qu'il ordonne de reloger tous les anciens combattants et les blokadniki de Leningrad. Poutine aussi est un descendant de blokadnik. Nous l'avons fait membre de notre association. Aujourd'hui, les blokadniki touchent près de 400 € de pension par mois. C'est 2 fois plus qu'une retraite ordinaire. Quant au père de Vladimir Poutine, il a combattu sur le front est de Leningrad. C'est là que nous suivons ce groupe d'archéologues amateurs emmenés par des vétérans de Tchétchénie et d'Afghanistan. Ici, il y a énormément de soldats qui n'ont jamais été enterrés. Ils sont portés disparus. Nous allons sur les lieux des combats où ils gisent jusqu'à présent, là où ils se battaient pour tenter de percer le siège. Nous espérons les retrouver pour leur donner une sépulture digne. Dans ces bois marécageux en janvier 1943, l'armée rouge fit une énième tentative pour rompre le siège. Ce fut une victoire, mais des milliers de soldats y ont laissé la vie. Nous avons déjà retrouvé 6 combattants ici. Leurs affaires personnelles sont encore là. Il y a des bottes en feutre, donc nous pensons qu'ils ont passé l'hiver 1942-1943 ici. Voilà le talon. Nous avons enlevé tous les os. Il y avait un soldat là-dedans. Et ça, c'est la baïonnette d'un fusil 3 lignes. On la mettait au canon, comme ça, et on montait à l'assaut. Si l'État laisse aux bénévoles le soin d'assumer une tâche qui lui incombe, Igor et son équipe font aussi le travail le plus dangereux. Incroyable! Nom d'un chien, un calibre 76. Ça m'a fait ma journée. Un obus entier de 76 mm. C'est dingue. Dans le canon du tank, et hop! Les autorités ne prennent le relais que pour récupérer les explosifs et organiser les funérailles. Cette année encore, grâce aux recherches des bénévoles à travers toute la région, plus de 3000 soldats ont été enterrés dans de nouvelles fosses communes. Depuis la fin des années 80, chaque année, avant le 9 mai. On a enterré 600 à 700 personnes. On en a enterré énormément ici. On a pu en identifier certains grâce à leurs médaillons ou à leurs affaires personnelles. La guerre ne sera pas finie tant que le dernier soldat n'aura pas été enterré. Si on oublie son histoire, on oublie sa patrie. C'est comme ça qu'on élève nos enfants. Transmettre la mémoire aux futures générations. À Saint-Pétersbourg, une heure hebdomadaire d'histoire a même été ajoutée au programme scolaire. Cette école a poussé plus loin l'initiative en introduisant l'histoire de Leningrad dès le CP. Une fois par semaine, les cours se déroulent ici, au musée du siège, fondé en 68 par les écoliers et les enseignants. Regardez s'il vous plaît le thème de notre leçon d'aujourd'hui. Se rappeler, ne pas oublier, ne jamais reproduire. Les élèves sont invités à lire les journaux intimes des blokadniki. Mon cher Volodia, en partant, tu m'as demandé de survivre. Pardonne-moi si je ne peux pas tenir parole. Mais s'il te plaît, ne crois pas que je meurs de faim. Je ne veux juste plus manger et je ne souffre plus. Je t'embrasse d'un dernier doux et vivant baiser. Ta Natacha. De quoi nous parle cette lettre? D'amour. À chaque âge, nous enseignons cette histoire de manière différente. Mais il ne faut surtout pas cacher la vérité sur la guerre et le siège.
Et si nous demandons aux enfants, les enfants, levez la main ceux dont les familles ont traversé le siège. Vous voyez, ce sont les enfants de Leningrad. Leur grand-mère, leur grand-père, arrière-grand-mère et arrière-grand-père ont vécu cela, et les enfants doivent se souvenir. Lorsque vous pensez au siège, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Разруха, страдания, обиды. Люди подписали мирный договор, а потом они подписали мирный договор про то, что они не будут нападать на Россию, на Советский Союз тогда, а потом взяли просто и начали убивать людей. Проигнорировали. Si ce thème est aussi sensible pour nous, c'est parce qu'aucun pays n'a perdu autant de citoyens que le nôtre. L'URSS et ses 21 millions de morts durant la Seconde Guerre mondiale. Un bilan qui, dans la Russie moderne, transcende toute remise en question des actes de Staline, comme la signature en 1939 du pacte avec Hitler. Staline est celui qui a vaincu les nazis, une victoire au fondement du patriotisme russe. Je t'en prie, Lisa, à toi l'honneur. Mais on élève aussi les enfants dans l'amour de l'art et de la littérature. Saint-Pétersbourg est avant tout la capitale culturelle de la Russie. Pendant le siège, la poésie et la musique, diffusées par la radio de Leningrad, aidèrent les habitants à tenir. Bonjour, allons-y. En 1943, Ludmila Ivanovna avait l'âge de Lisa et elle aussi était élève de piano dans la seule école de musique restée ouverte. Une fois par semaine, elle venait ici, à la maison de la radio, pour jouer du piano à l'antenne. Ici, il y avait même un orgue et tout l'orchestre s'asseyait là. Je m'étonnais sans cesse. Pourquoi nous emmenait-on à la radio alors que nos mains étaient gelées et couvertes d'abcès à cause du scorbut et du froid et que nous avions du mal à jouer? Plus tard, mon professeur m'a expliqué que si les enfants venaient ici une fois par semaine pour jouer de la musique, cela voulait dire que la ville continuait à vivre. Aujourd'hui, pour la première fois, Ludmila Ivanovna va visiter le musée de la radio. Il y a 40 ans, Zoya Kravchuk a participé à sa fondation. Pendant le siège, la radio ne s'est jamais tue, ne serait-ce qu'une seconde. Même lorsqu'il y avait de courtes pauses, on diffusait soit de la musique, soit le son du métronome. On dit que Churchill, qui avait plusieurs postes de radio dans son bureau, avait l'un d'entre eux branché sur Radio Leningrad. Et lorsqu'il entendait le métronome, il comprenait que la ville ne s'était pas rendue. Depuis, Radio Leningrad est devenue Radio Pétersbourg. Fondée en 1924, la plus ancienne radio russe conserve encore les bas-reliefs de cette époque. Nous avons décidé de les laisser pour que les gens comprennent que la radio, ce n'était pas comme aujourd'hui. Lorsqu'il y a de la musique, de la météo et de la causerie légère et des involtes. La radio était un haut-parleur idéologique extrêmement puissant et dans une certaine mesure, elle l'est encore aujourd'hui. Car c'est cette même radio qui est l'héritière de la radio de l'époque du siège, dont elle a absorbé les meilleures traditions de fidélité, de véracité, d'art, de littérature et de poésie. Rachetée par un grand groupe de médias dans la vague des privatisations après la chute de l'URSS, Radio Pétersbourg obéit pourtant aujourd'hui aux mêmes règles que la quasi-totalité des médias en Russie. Aucune critique du pouvoir. Alors, la radio fait ce qu'elle sait faire de mieux. Des programmes culturels, des émissions de société et bien sûr, dédiées à la mémoire. Bonjour Ludmila Ivanovna. Bonjour Elena Alexandrovna. Bonjour chers auditeurs. Ludmila Ivanovna a été invitée à l'antenne pour faire la promotion de son théâtre.
Dans le paysage culturel prolifique de Saint-Pétersbourg, il occupe une place toute particulière. Des Blokadniki à leurs arrière-petits-enfants, sur scène, 4 générations font vivre cette mémoire si chère aux habitants de Leningrad. И о жизни в кольце с лаконичным названием блокада. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Une vague d'expulsions sans précédent se déroule dans la capitale chinoise. Des dizaines de milliers de personnes voient leur maison détruite. En quelques heures, ils doivent quitter Pékin avec sous le bras leurs effets personnels. Pour la municipalité, l'objectif est de maintenir sa population sous la barre des 23 millions d'habitants d'ici à 2020, afin de devenir une capitale au rayonnement mondial et à la démographie maîtrisée. La mairie veut donc se débarrasser des Mingang, ces migrants de l'intérieur qui occupent les emplois peu qualifiés et qui ne disposent pas du hukou de Pékin, un permis de travail de résidence. Ces expulsions en plein hiver suscitent une rare indignation de l'opinion publique chinoise. Reportage de Pierre-Philippe Beurson. Le quartier de Daching était une banlieue calme et populaire. Ces derniers jours, la quiétude a disparu pour laisser la place à la panique. Tao Wen, un habitant de Daching, doit faire vite. Son logement va être détruit dans quelques heures. Il tente de mettre à l'abri chez un ami ses quelques meubles. Je dois tout vider avant 8 heures ce matin. Mais j'ai bien trop de choses. Je n'aurai jamais assez de temps. Il faut vraiment que je me dépêche. Les autorités ont décrété la démolition de son immeuble sans préavis. Tao Wen a été prévenu hier soir seulement. Il emprunte la voiture d'un ami pour sauver ce qui peut encore l'être. Si je n'arrive pas à récupérer toutes mes affaires, alors elles vont se retrouver ensevelies sous les gravats. J'ai travaillé des années pour pouvoir me payer des meubles et des vêtements. Alors c'est hors de question de les perdre. Ça me rendrait trop triste. Ses voisins sont dans la même situation. Regardez là-bas, ils font comme moi. En tout, une centaine de personnes vivaient dans cet immeuble. Elles ont quelques heures pour quitter les lieux. Wen Tao et son colocataire sont originaires de la province du Hubei, située à 1000 km au sud de Pékin. Ils ne disposent pas du permis de résidence dans la capitale. Depuis 6 ans, ils vivent et travaillent dans une semi-clandestinité. L'un est chauffeur, l'autre vendeur dans une boutique de vêtements. Ces derniers jours, les autorités de la ville ont décidé de les expulser, eux, et des milliers d'autres migrants de l'intérieur. On ne veut plus de nous ici. La ville est saturée et il n'y a plus de place pour nous. Alors je pars et je ne reviendrai jamais à Pékin. On nous expulse, mais de toute façon, je ne pouvais pas rester ici. C'est trop cher. Le loyer, la nourriture, tout est trop cher. La vague d'expulsion est partie de cet entrepôt. Le 18 novembre dernier, un incendie provoque la mort de 19 personnes. Les autorités ordonnent alors la destruction d'immeubles insalubres, officiellement pour des raisons de sécurité, afin d'empêcher tout nouvel accident. Mais les expulsions se généralisent et visent en priorité les quartiers de travailleurs migrants. Au total, près de 100 000 personnes sont chassées de leur logement tout autour de Pékin. Ces vidéos d'expulsion massive en plein hiver circulent sur les réseaux sociaux, provoquant un mouvement de sympathie et même des manifestations. Une contestation rare dans un pays autoritaire comme la Chine. Les autorités répondent par la répression. La police quadrille les quartiers fraîchement vidés de ses habitants. Nous sommes arrêtés par des agents de la propagande.
Nous serons finalement relâchés au bout d'une heure. Pour cette chercheuse en sciences politiques spécialiste de la Chine, la chasse au petit peuple de Pékin de ces dernières semaines pourrait constituer un tournant dans la société chinoise. L'échelle de ces évictions actuellement est sans précédent. Et ça a provoqué une indignation générale, à la fois chez les intellectuels qui ont signé des pétitions, qui ont écrit des articles sur leur blog, etc. Mais aussi chez les gens ordinaires qui ont été sincèrement affectés par les méthodes employées par le gouvernement. Pékin est aujourd'hui la ville qui compte le plus de milliardaires au monde, devant New York. Lors du 19e congrès du Parti communiste en octobre dernier, le président Xi Jinping avait fait de la lutte contre la pauvreté une priorité nationale. La ville de Pékin semble désormais plus préoccupée par l'objectif de limiter sa population à 23 millions d'habitants, quel qu'en soit le prix. Reportage à présent sur l'ANC, l'Assemblée nationale catalane. Non, il ne s'agit pas là du Parlement régional catalan, mais d'une gigantesque association indépendantiste. Très politisée, elle revendique 80 000 membres et organise depuis des années la Diada, la fête nationale catalane, célébrée donc le 11 septembre. L'association possède également une force de frappe financière conséquente. Elle a récemment payé les cautions de conseillers pro-indépendance qui avaient été placés en détention préventive par Madrid. Des chèques allant de 100 000 à 150 000 euros. Notre correspondante Mélina Huet a eu accès à ce quartier général. Voici son reportage. Des centaines de milliers de personnes dans les rues de Barcelone. Une vague rouge et jaune pour réclamer l'indépendance de la région. Derrière ces démonstrations de force, à chaque fois la même organisation, l'ANC. L'Assemblée nationale catalane est le fer de lance de l'indépendantisme. L'ANC, c'est une organisation fondamentalement politique parce que son seul but, depuis la naissance, c'est de réussir à mettre la question de l'indépendance à court terme sur l'agenda des partis politiques catalans, de la société catalane, et bien sûr d'aider à réussir à cet objectif de la République catalane. Depuis le référendum déclaré illégal, le président de l'ANC est en prison. Agustí Alcoberro assure l'intérim. Ici, vous avez le personnel de communication. Il travaille en ce moment. À quelques heures de l'élection, il vient mobiliser ses troupes. Ici, 6 militants travaillent à plein temps pour alimenter les réseaux sociaux. Parmi eux, Christophe, un sympathisant belge de l'indépendance. Sa mission, promouvoir la cause catalane auprès des internautes. Il manque des sources madrilènes et ce sont les médias espagnols et évidemment c'est une version de l'histoire catalane et on voudrait aussi donner notre version. Et pour défendre leur vision, les militants de l'ANC peuvent compter sur le soutien financier de leurs adhérents. Des dizaines de milliers de membres qui payent chaque année leurs cotisations. On a 80 000 sympathisants au sein de l'ANC, dont la moitié paie leurs cotisations. Et aussi on a des produits dérivés, car à chaque mobilisation, on sort un nouveau produit. Regardez, c'est ici qu'on prépare le merchandising. Drapeaux, bracelets, affiches... Des produits dérivés génèrent des recettes importantes pour l'ANC. Lors de la fête nationale catalane, le 11 septembre, on a sorti un nouveau t-shirt de couleur jaune. On en a produit 300 000 et on les a tous vendus. C'est une source de revenus qui nous permet de maintenir notre indépendance économique. J'ai acheté ces pins parce que je fais tout mon possible pour protester contre l'emprisonnement des politiques catalans. Grâce à un fonds de solidarité, l'ANC a déjà pu payer plus de 3 millions d'euros de caution pour la remise en liberté de plusieurs élus catalans. Selon le trésorier, il leur resterait en réserve encore 1,5 million d'euros. L'ANC n'est pas un parti politique, mais une organisation citoyenne. Tous ses dirigeants sont bénévoles. Agustí Alcoberro est professeur d'histoire à l'université de Barcelone.
L'ANC est une organisation de bénévoles. On a tous un travail en parallèle et donc un salaire. L'organisation comporte également une section jeunesse très active dans les lycées et les universités. Depuis ses 17 ans, Julia Vernet en fait partie. Je crois que je n'ai pas encore une idéologie suffisamment définie pour m'encarter, pour m'impliquer autant dans un parti. À part l'ANC, il n'y a pas de mouvement global qui aurait un impact collectif sur nos revendications et surtout qui nous permet de décider pour nous-mêmes. L'influence de l'ANC est telle que toutes les portes de la société lui sont ouvertes, jusqu'aux amphis de la faculté de médecine. Ce soir-là, Agustí Cobero donne une conférence devant un parterre de médecins largement acquis à la cause indépendantiste. Avec l'article 155, il est primordial que nous gagnions ces élections du 21. Mais il est surtout important que nous ayons un plan d'action clair pour le 22. Pour le dirigeant de l'ANC, la victoire des indépendantistes ne fait donc aucun doute. Après les élections, la victoire indépendantiste forcera l'Europe à modifier son attitude. Nous espérons qu'ils comprendront que nous, les Catalans, nous sommes européens et que nous avons les mêmes droits que le reste des citoyens. Mais les derniers sondages viennent compromettre ces ambitions. Pour la première fois, le parti unioniste Ciudadanos fait jeu égal avec les indépendantistes dans les intentions de vote. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de Code 24. Prenons la direction du Nevada et ses terres de l'Ouest américain où vivent les Mustangs, ces chevaux introduits par les Espagnols puis approvisés par les natifs américains, sont désormais plus de 70 000 à cavaler en liberté à l'état sauvage. Protégés par les lois fédérales américaines depuis 1971, les Mustangs n'ont pas le droit d'être abattus. Ils seraient désormais trop nombreux. Et c'est la vie des éleveurs de la région organisés en lobby et qui se plaignent des dégâts causés par les hardes de chevaux. Les autorités fédérales elles-mêmes avouent avoir du mal à réguler les populations. Chaque année, et à grands frais, elles en capturent des milliers, usant de méthodes jugées brutales par les organisations de défense des animaux. Un véritable casse-tête. Flora Despons et Sophie Prigogny nous en disent plus. Comme les derniers vestiges d'un Far West oublié, ils sont libres, réputés indomptables. Les Mustangs, ces chevaux sauvages de l'Ouest américain, galopent sur ces terres depuis des siècles. Pour leur survie, Laura livre un duel contre le gouvernement. C'est courant de voir des chevaux si près de la route. Oui, ici il y en a partout. Ils traversent la route tout le temps pour aller boire à cette source. Les Mustangs seraient aujourd'hui en surnombre, plus de 70 000, 3 fois trop selon l'État américain qui intensifie leur capture. Cette militante écologiste dénonce ces méthodes. En 1971, le Congrès a voté une loi interdisant de les chasser et que l'État s'en occupe décemment. Mais aujourd'hui, ils les rabattent avec des hélicoptères, les font courir jusqu'à épuisement. Ils se cassent le cou contre les barrières. Alors j'ai pris des vidéos pour alerter les médias et l'opinion publique. On peut y voir des chevaux sauvages poussés contre des fils barbelés et frappés à coups de pied. Je compare souvent ça au film Le Parrain sur le crime organisé. Remplacez les Borsalino par un chapeau de cow-boy et vous aurez une idée de ce qu'est l'industrie du bétail ici. Ils contrôlent les politiciens. La bataille se joue dans ces vastes prairies. Du Nevada au Wyoming, ce sont les cow-boys d'aujourd'hui qui s'opposent à la présence des Mustangs. Ça va les enfants? Le ranch de Pete compte 1400 bovins. Cool. Son exploitation a triplé depuis sa création. La population des Mustangs, elle, double tous les 4 ans. Une guerre de territoire s'est engagée. En ce moment, sur cette colline, il y a près de 200 chevaux sauvages qui vivent là. Et ils boivent l'eau de mes vaches. Il y a des endroits où les tuyaux et les pompes à eau sont complètement détruits.
Destruction des pâturages, assèchement des cours d'eau, les mustangs coûtent cher aux fermiers, ne leur rapportent rien. L'industrie agroalimentaire demande au gouvernement d'en abattre 50 000. Le seul moyen possible et rentable pour réduire leur population, c'est d'autoriser les fermiers à les capturer eux-mêmes et mettre cette viande sur le marché alimentaire. Une mesure totalement contraire à la loi de 1971. Alors, en attendant de décider de leur sort, les mustangs sont envoyés ici, dans un ranch géré par l'État. Derrière ces barreaux, certains sont là depuis des années. Ce sont des chevaux sauvages capturés sur des terres publiques du Nevada. Jason travaille pour le bureau de gestion du territoire. Chaque année, son département dépense 45 millions d'euros pour stériliser ses chevaux et les faire adopter, sans grand succès. Une étude de l'Office préconise désormais d'euthanasier les captifs. C'est une des recommandations que nous avons incluses auprès du gouvernement lors du vote du budget. Il faut reconnaître les faits. Nous avons 45 000 chevaux dans nos structures d'attente qui ne sont pas adoptés. Et le coût que ça engendre complique trop notre tâche pour parvenir à réguler leur croissance sur le terrain. La méthode létale, trop polémique selon l'administration Trump. Un sursis provisoire pour les associations de défense des animaux. La survie des mustangs viendra peut-être du côté des hors-la-loi. Au centre correctionnel du Nevada, 15 prisonniers ont été sélectionnés pour participer à un programme de dressage. Caresse-lui le cou avec le bâton. C'est pas mal déjà qu'il marche pas. Dompter l'indomptable, c'est la mission de Noah. Incarcéré pour détention de marijuana, il entraîne ce mustang depuis 2 mois. Je ne pensais pas avoir la patience de faire ça, mais on l'apprend ensemble. Je suis quasi certain d'être le premier humain à pouvoir le toucher. C'est cool. Je peux vous le dire, car quand d'autres gens l'approchent, il ne réagit pas du tout avec eux comme avec moi. On a créé des liens, c'est super. Bénéfique pour les détenus, salutaire pour les chevaux. À la suite de ce dressage, 1200 mustangs ont été adoptés par des particuliers. Mais seuls 3 programmes de ce genre existent dans le pays. On fait tout notre possible pour dresser le maximum de chevaux, mais c'est un énorme problème. Il y a encore des milliers de mustangs qui cherchent un foyer. 4 fois par an, la prison ouvre ses portes au public pour des sessions d'adoption. En moyenne, les mustangs sont vendus 1 500 €, le prix de leur liberté, ou presque. Coup de projecteur à présent sur le Lariam, un médicament contre le paludisme qui suscite la polémique. Et pour cause, même si son efficacité est reconnue, il est admis que le Lariam peut avoir des effets secondaires lourds. Dépression, crise d'angoisse, perte d'équilibre, pensée suicidaire et qui, dans certains cas, perdurent. Des années après la prise du médicament, certains patients disent ressentir encore certains effets. Désormais, ils se battent pour faire reconnaître ce qu'ils estiment être la cause de leur souffrance. Voyez ce reportage de Clément Bonnereau avec les images de Zohra Ben Miloud. Décembre 1992, Grégoire a 12 ans. Il se rend en vacances au Kenya avec ses parents. Bon, voilà, ça c'est des photos prises avant le Lariam. Son médecin lui prescrit un médicament pour prévenir la malaria, le Lariam. Il commence à en prendre une semaine avant le départ. Très vite, des effets secondaires violents se déclenchent. Il y a des malaises, quelques vertiges, de la tachycardie. Les effets durent pendant tout le voyage et continuent une fois rentrés. Au fil des mois, ils empirent. Grégoire fait des crises d'anxiété et des malaises à répétition, des symptômes qui l'empêchent de suivre une scolarité normale. On voyait déjà très bien au niveau scolaire, Grégoire a du mal à se concentrer. Dispensé en mars et avril pour le sport. J'ai même fait une chute, pas pendant le sport, mais après. Une crise de vertige, je ne pouvais pas me relever. Au fil des années, Grégoire a consulté des centaines de documents et a établi un lien entre ses troubles, qu'il ressent encore aujourd'hui, et le médicament. Il est allé voir des dizaines de fois son psychiatre, a consulté des médecins. À chaque fois, le même diagnostic. Grégoire aurait depuis toujours une fragilité psychique. Mais pour lui, la cause de ces troubles ne fait aucun doute. C'est en recherchant des heures et des heures que
finalement on se dit, ben oui c'est ça, c'est indéniable. Il n'y a pas à chercher ailleurs, c'est prouvé. Grégoire veut désormais que le Lariam soit reconnu comme la cause de ses souffrances. Il rend visite à son ancien médecin traitant. Il espère retrouver une trace de sa prescription, un document essentiel pour faire valoir ses droits. Mais le médecin dit ne plus se souvenir de lui avoir prescrit du Lariam. Grâce à une caméra cachée, nous assistons à la consultation. Que tu as eu des effets secondaires, on peut pas bien sûr, on peut pas effectivement dire le contraire, on peut pas en tout cas, on peut pas dire oui, non, etc. Le point de départ, c'est de prouver effectivement que tu en as absorbé. Et c'est vrai que c'est sans trace de prescription, comment veux-tu effectivement prouver que tu en as absorbé? Malgré les questions de Grégoire, le médecin reste sur ses positions. C'est qu'effectivement, et moi je n'ai absolument pas la possibilité de faire un certificat disant que tu as pris quelque chose. J'ai pas le droit. Juridiquement, moi je vais me retrouver acculé par le laboratoire. Grégoire n'est pas seul. En France, des dizaines de personnes se tournent vers l'AVAM, l'association d'aide aux victimes du médicament. Son président recueille depuis un an des témoignages à travers le pays. Il espère lancer une action de groupe contre le laboratoire Roche qui fabrique le Lariam. Son objectif, que les plaignants obtiennent le statut de victime et soient indemnisés. Mais beaucoup de dossiers qui parviennent à l'association sont incomplets. La grande difficulté, effectivement, c'est de retrouver, après plusieurs années, des traces de la prescription de Lariam. Puis également, de définir le point de départ, parce qu'il existe une prescription judiciaire. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on ne peut plus agir en justice. Partout dans le monde, les personnes qui affirment être victimes du Lariam ont du mal à faire entendre leur voix. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, il a longtemps été prescrit aux soldats envoyés dans des zones à fort risque de paludisme. Il aurait déclenché des dizaines de cas de dépression, de suicide ou de comportements violents. Plus près de nous, le cas du chanteur Stromae a permis de faire mieux connaître les effets indésirables attribués au Lariam. 2 ans après la prise de médicaments avant une tournée en Afrique, il affirme ne plus être le même. J'ai peu de regrets dans ma vie, mais si je pouvais revenir en arrière et éviter de prendre du Lariam, je le ferais sans hésiter. En France et en Europe, les autorités disent prendre très au sérieux les déclarations d'effets indésirables. La réglementation a été renforcée en 2013. Il est désormais établi que le Lariam peut provoquer des effets secondaires prolongés pouvant persister longtemps après l'arrêt du médicament. De son côté, le laboratoire Roche explique avoir pris toutes les mesures nécessaires pour réduire les risques ces dernières années. Il estime aujourd'hui qu'entre un patient sur 10 et un patient sur 100 peut développer des troubles neuropsychiatriques, mais affirme que ces effets sont très rarement prolongés et qu'ils ne remettent pas en cause l'efficacité du médicament dans la lutte contre le paludisme. Le Lariam figure toujours sur la liste des médicaments jugés indispensables par l'OMS, qui est revue périodiquement. Les réévaluations successives en 2013 et 2016 montrent que le Lariam a toujours sa place dans l'arsenal thérapeutique utilisé pour traiter ou pour prévenir le paludisme chimio-résistant. S'il a longtemps été l'antipaludique le plus utilisé par les voyageurs, le Lariam est aujourd'hui de moins en moins prescrit. Les professionnels de santé ne l'ont pas totalement abandonné, mais privilégient d'autres médicaments comme la malarone ou la doxycycline, généralement mieux tolérés. Il est bien évident que le Lariam n'est pas le premier médicament qu'on va prescrire à un voyageur. Le Lariam, c'est peut-être le troisième choix, même certainement le troisième choix. Mais il y a aussi des voyageurs qui présentent une contre-indication à la prise des 2 autres. Il va bien falloir le protéger contre le paludisme. Si les effets du Lariam sont aujourd'hui mieux connus et sa prescription peut être mieux encadrée, les patients qui souffrent d'effets secondaires, eux, continuent de se battre. Nous retrouvons Grégoire. Il assiste aujourd'hui à une séance de neurofeedback, une thérapie qu'il teste aujourd'hui pour calmer ses crises d'angoisse. Depuis plusieurs années, il a tout essayé, hypnose, méditation, exercice, mais ses symptômes demeurent. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.
Retour sur le plateau de Code 24. Chaque année, la friperie solidaire de la Fondation Abbé Pierre et d'Emmaüs gère 400 tonnes de vêtements. Ils sont triés, puis recyclés ou envoyés dans des pays en développement. Fin décembre dernier, l'association a organisé un défilé de mode. Le nom de la collection a été voté à l'unanimité par les couturières et couturiers salariés en insertion. Panache solidaire. Il promeut l'interculturalité, le mélange de toutes les origines et le respect de toutes les religions. Reportage. Paris. En cette période de Noël, le ciel est gris sur le 11e arrondissement. La Fondation Abbé Pierre, à travers les associations Emmaüs et la friperie solidaire, nous invite à un défilé de mode salle Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, la pionnière du féminisme français, la championne des écrits en faveur des droits civils et politiques des femmes et de l'abolition de l'esclavage. Elle meurt guillotinée en 1793. C'est une figure très emblématique pour nous, une figure de combat, comme ce qu'on fait. Nous, on mène un combat, celui de l'insertion, celui de l'autonomie par le travail pour toutes les personnes qui sont victimes d'exclusion sociale en France aujourd'hui. La friperie solidaire gère chaque année 400 tonnes de vêtements. Matière première de l'économie solidaire, ils sont triés, envoyés dans les pays en développement ou recyclés. Il faut qu'on soit un modèle économique viable, donc il faut que les gens aient envie d'acheter nos créations, mais toujours avec en tête un petit peu de créativité et surtout avec le talent de nos salariés en insertion qui font les vêtements. C'est le plus important. René Fesser a passé 2 ans à la friperie, la durée maximale de son contrat d'insertion. Après une solide formation de vendeur, il a repris confiance, savoure son métier. La clientèle est très variée et il faut s'adapter à chaque client. Financièrement, ils sont assez limités, donc on s'adapte au prix par rapport à la clientèle, soit à Paris, soit en banlieue. C'est un système qui fonctionne très bien. Car bien encadré, Anaëlle était aide médico-psychologique pour enfants handicapés. Elle a appris la couture pour concevoir des vêtements adaptés à leur situation. Aujourd'hui, avec les envies et les savoir-faire des 35 couturiers de son équipe, elle construit des collections. C'est un peu archaïque. J'ai regardé sur des sites de mode qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce que nous on était capable de faire. Et puis du coup, on s'est mis à transformer des patrons qu'on avait déjà. Ça, c'est à peu près 4 jours de travail pour un de nos salariés en insertion parce qu'il y a une doublure, il y a des poches à faire. Quel prix? Donc celui-ci est à 110 €. Il faut que ça reste quand même des prix émaüsiens, on va dire. Parce qu'un manteau comme ça sur mesure, je ne vous cache pas que c'est le double, voire le triple. Nous, on ne peut pas se permettre. On voudrait aussi que nos vêtements puissent être portés par monsieur et madame tout le monde. Ce manteau n'existe qu'en 10 exemplaires, grâce au don de chute de tissu. Pas de réassort possible, il faut s'adapter. Même nous, on ne s'attendait pas à avoir du verre. On a eu du verre, on s'est dit qu'est-ce qu'on en fait? On en a fait un manteau. En coulisses, les mannequins sont au maquillage. La friperie solidaire ne peut s'offrir les talents des artistes coiffeurs et maquilleurs que l'on croise habituellement dans les Fashion Week. Un partenariat a donc été noué avec un lycée professionnel. On est libre de faire ce qu'on veut et après c'est aussi en fonction des désirs des modèles. Alors qu'est-ce qu'elles vous ont demandé, les modèles? Alors à moi, elle m'a dit que je pouvais faire ce que je voulais tant que c'était pas trop flashy. Bon, pas du rouge, pas du jaune, des couleurs un peu neutres. Voilà. Les mannequins, recrutés parmi les vendeuses qui officient dans les boutiques de l'association. La première sortie, je dois mettre costume marron, gilet qui est court, près du cœur, et les tissus en laine. Ces costumes, je trouve, il est très sympa. Valérie Bonnefond travaillait dans la restauration. Dans les années 90, elle perd son emploi, parvient à s'en sortir grâce aux associations. Pour elle, un vêtement décent doit être séduisant. Ça permet de se sentir bien et mieux dans sa peau, si on est bien habillé, parce que même moi j'ai connu aussi la rue, et, franchement s'il n'y avait pas des associations comme ça pour nous donner des vêtements, c'est un minimum, on perd sa dignité, surtout pour une femme, c'est encore pire. Non pas que pour les hommes c'est plus facile, mais pour une femme c'est encore plus difficile. On voit l'autre mannequin à droite, puis gauche. Et comme dans tout bon défilé qui se respecte, il y a une star. Elle a débuté dans une émission française de télécrochet musical, Cora Jamson.
C'est le message que je porte moi dans ma musique, c'est un message de solidarité, d'amour et de partage. Et là, vous êtes habillé Friperie Solidaire. Voilà, exactement. Je me suis fait relooker Friperie Solidaire. C'est ça. La Friperie Solidaire suit une logique entrepreneuriale. Elle finance les salaires des encadrants. Ceux des travailleurs en insertion sont pris en charge par l'État, qui jubile. 60% d'entre eux retrouvent un emploi. C'est très important quand on cherche à travailler sur l'insertion, de faire en sorte de créer un esprit d'équipe. Ça donne une valorisation de soi, dont on a bien besoin quand on a été loin de l'emploi, quand on parle mal le français et qu'on cherche à trouver du travail. C'est toute cette logique-là qui est sous-jacente à ce défilé. Le nom de cette collection a été voté à l'unanimité par les salariés, Panache Solidaire. Un nom pour illustrer l'interculturalité, le mélange de toutes les origines, le respect de toutes les religions. On est très très fiers d'avoir pu démontrer que s'habiller autrement c'est possible, s'habiller élégamment, avec style et de façon éthique. Donner du sens aussi à ce qu'on porte aussi, c'est aussi quelque chose qu'on voulait démontrer aussi ce soir. Donc voilà, on est très très heureux et je pense que là lundi on va avoir des discussions très animées à l'atelier de tri quoi. Avec des envies très fortes de changer le monde, car rien n'est impossible pour un esprit passionné. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et je vous dis à la semaine prochaine.